Je découvre Loïc Chéniaud en 2017 sur YouTube. C'est une période où je me politise pas mal, je manque cruellement de formation théorique. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que je cherche à me former au marxisme et que Loïc occupe un espace quasiment à lui tout seul. C'est une des références marxistes de YouTube. Donc, faute de pouvoir comparer, c'est lui ma porte d'entrée dans le marxisme. C'est lui et les gens qui l'entourent que j'associe à la pensée de Marx et au communisme. Évidemment, le premier truc qui me frappe, c'est son apparaître de petit bourgeois rebutant. Mais je suis pas du genre à m'arrêter à ça, même si la violence symbolique renvoyée me semble contre-productive si l'objectif est d'aller chercher les gens. L'autre truc qui me frappe aussitôt, c'est le fait qu'ils vendent de la formation révolutionnaire. Là, on touche au même problème. Comment prétendre aller chercher les prolos en vendant des formations vidéo onéreuses, quand pour 10 euros on a accès à Netflix ou Mediapart? Je rejoins alors le Discord de l'Institut Homme Total, le think tank communiste créé par Loïc, durant quelques semaines. Je prends la température, j'échange beaucoup, je suis hyper curieux. Je veux tout lire, tout apprendre. Mon manque de formation fait que mes prises de position créent des tensions. Non parce que je serais trop de droite, mais parce que j'ai le cerveau un peu lavé par le colibrisme et l'écologie décroissante. Et là, je me confronte tout simplement à leur manque de pédagogie, malgré ma bonne volonté. À savoir que j'achète les livres qu'ils me recommandent, je regarde le contenu vidéo qu'on me suggère, notamment les cours de Dominique Pagani, bref, je m'implique. En dépit de ça, ça reste très conflictuel et je finis par me faire restreindre l'accès au serveur. Ce qui est une manière objective de me bannir sans se salir les mains, puisque n'ayant plus accès à rien et vu l'ambiance, je suis contraint de partir. En échangeant avec un admin du serveur, il me fait part de suspicions émanant de certains membres, on me soupçonne d'être venu troller. Autrement dit, à aucun moment mon implication n'a été prise au sérieux malgré l'effort déployé. Autant vous dire que je l'ai mauvaise. Le temps passe, je me forme de manière autonome de mon côté tout en suivant de loin le travail de Loïc. Car malgré les frictions avec son institut de formation, je n'ai rien contre lui personnellement. Je n'ai jamais eu affaire à lui. En parallèle de ma formation, je crée ma chaîne, je fais quelques lectures d'ouvrages de Loïc ou Pagani. Il y a de nouveau une prise de contact avec l'IHT, j'échange quelques fois avec Loïc par message et quelques membres de l'Institut. Puis je prépare une grosse vidéo sur Kluskar. Le texte leur plaît, un membre me contacte pour le publier sous la forme d'un article dans leur journal. J'accepte à la condition qu'ils introduisent l'article en mettant une certaine distance entre leur organisation et mon travail. Pourquoi? Déjà parce que je ne suis pas membre de leur association, mais aussi car je sens potentiellement que ça pourrait me desservir. Je m'inquiète de plus en plus des prises de position de l'IHT. Je continue à développer mon contenu et par un concours de circonstances, je me retrouve à coprogrammer et à gérer 2-3 trucs pour la chaîne à gauche pendant un an. Là, je prends la décision de mettre en avant le travail de Loïc avec l'aval d'à gauche. Je désire apporter une pluralité de tons sur la chaîne, j'estime, même si j'ai déjà conscience à l'époque du caractère border de Loïc, qu'une partie de son travail a sa place dans le spectre de gauche. Avec à gauche, on en a déjà discuté, le jour où Loïc franchit le point de non-retour, on sait qu'il faudra assumer nos choix éditoriaux de l'époque, mais aussi agir en conséquence. Donc j'agis. Décider à quel moment le point de non-retour est franchi, c'est pas évident. Beaucoup de militants rangent Loïc dans la case rouge-brun. Sa manière d'être, les thèmes qu'il convoque, les cercles militants qu'il fréquente, les auteurs qu'il cite, autant d'éléments qui poussent à lui attribuer cette étiquette. C'est aller un peu vite. Évidemment, je connais pas son parcours par cœur, mais il me semble important de rappeler quelques éléments pour mieux appréhender ce qu'il incarne. Loïc, c'est un fils de prolo déjà. Son ethos de petit bourgeois culturel est un leurre, ou du moins il l'a acquis difficilement en devenant enseignant dans la fonction publique et en militant. Loïc, c'est le premier de sa famille à atteindre le bac. Il se politise au lycée, en se définissant à l'époque comme gaulliste social. Il s'engage alors auprès de l'UPR vers 2010, quand le parti ne compte encore que 500 membres, puis quitte finalement la structure vers 2013. C'est à cette époque qu'il découvre le travail de Michel Kluskar et celui de Bernard Friot, encore méconnu. C'est donc une période où Loïc Chéniaud se gauchise, notamment au contact de l'œuvre de Michéa. Il lance en 2014 La Franchie Média sur YouTube, où il fait des interviews de Bernard Friot, Dominique Pagani ou encore Étienne Chouard. C'est aussi une période où Loïc fait un passage au PRCF, le mouvement communiste souverainiste de Georges Gastaut, une figure proche d'Émeric Monville, le directeur de collection des éditions Delga. En 2017, il crée l'IHT, son institut de formation marxiste, et appelle à voter pour Mélenchon de manière critique. Chose qu'il réitérera en 2022 en dépit de son adhésion au PCF. D'ores et déjà, on voit à travers ce parcours que la question de la souveraineté, donc de l'indépendance politique de la France, est centrale dans sa pensée. Son passage successif à l'UPR puis au PRCF traduit ça. Et comme nous le verrons, cette problématique ne fait que se renforcer avec le temps. Aussi, on peut tout de suite observer la spécificité des figures communistes qui influencent Loïc. Michel Kluskar, bien loin de son instrumentalisation par l'extrême droite, reste une figure communiste singulière.
offrant une relecture des stratifications sociales françaises pouvant surprendre au regard d'une sociologie marxiste classique. La nouvelle petite bourgeoisie, produit d'un capitalisme en mutation vers une société des marchés du ludique, du libidinal, du marginal, est un groupe social qui, du fait de ne pas posséder de moyens de production, réinjecte directement son argent dans la consommation. Ce qui est observé ici, ce n'est donc pas le rapport à la production, mais le niveau de vie. Chose curieuse pour une sociologie marxiste. De même, Bernard Friot est un penseur marxiste qui est loin de faire consensus. Observant le caractère subversif de certaines institutions telles que la sécurité sociale, observant une nouvelle pratique de la valeur émerger avec le fonctionnariat, Friot propose de généraliser la déconnexion du salaire et de l'emploi via le salaire à vie. La société communiste de Friot, c'est une société où subsistent les rapports marchands et la monnaie comme moyen de circulation des richesses produites. Cette perspective communiste dénote des approches historiques dominantes qui rejettent toute forme de rapport marchand. Là où certains courants marxistes, la critique de la valeur en tête, voient dans la sécu les cotisations, le chômage, le fonctionnariat, une reconduction des logiques immanentes du capital, Bernard Friot y voit le déploiement dialectique et actuel du communisme comme mouvement réel. Loïc Chéniaud incarne donc d'emblée un communisme singulier. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, même si tout ça n'est pas sans rapport. Ce qui va m'intéresser ici, c'est ce que j'identifie comme relevant d'un confusionnisme politique. Alors c'est quoi le confusionnisme ? Laissons Loïc lui-même nous éclairer. A et B sont des notions objectives déployées vis-à-vis du réel, et M se place un petit peu tantôt de l'un, tantôt à l'autre, et crée ce qu'on appelle clairement de la confusion. Et le gros problème d'un point de vue politique avec la confusion, c'est que quand tout est confus, quand les eaux sont troubles, on est obligé de pêcher à l'aveugle. Bon, plus sérieusement, c'est une offre politique qui se caractérise par le fait de convoquer des signifiants, des thèmes, des références philosophiques, de manière déformée, voire pouvant s'exclure. Le fait de faire cohabiter dans une même offre politique des éléments qui s'opposent crée une certaine confusion, brouille notre lecture de l'offre en question et des lignes de fracture qui la parcourent, d'où son appellation. Le rouge-brun, par exemple, est une personnalité politique entretenant la confusion sur son positionnement entre la gauche et l'extrême droite. Mais le confusionnisme n'est pas réductible à cette seule tendance. Macron incarne lui aussi une offre politique confusionniste. Pourquoi Loïc Chéniaud n'est pas rouge-brun ? Tout simplement car désigner ainsi le militant communiste s'aventurant dans des thématiques droitières est abusif. Le confusionnisme de Loïc commence avec un usage plus que discutable de notre héritage communiste. Quand par exemple Loïc explique le projet internationaliste, il ferme la porte aux tendances historiques souhaitant le dépassement de la forme nation. Sa version de l'internationalisme serait la seule qui vaille. On croit que l'internationalisme, c'est l'abolition des nations. Or, justement, ça veut dire entre les nations. Donc ça sous-entend que nécessairement les nations continuent d'exister. Ce que ne dit pas Loïc, c'est que cette version a souvent été combattue et marginalisée. On peut identifier avec l'historien Jean-Dumas Ducange 3 tendances fortes de l'internationalisme. Une version radicale où la défense de la nation est vue comme une perte de temps, l'attitude inverse où la nation est vue comme le cadre prioritaire, enfin un entre-deux qui tente d'articuler les deux approches. Loïc Chéniaud s'inscrit donc dans la tendance qui priorise le cadre national, arguant que le contexte historique aurait évolué en convoquant Kluskar. Justement, comme le disait très bien Kluskar, et je vais répéter la phrase, l'État a été l'instance superstructurale de la répression capitaliste. C'est pourquoi Marx le dénonce. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, le renversement est total. Il faut bien comprendre que l'internationalisme bien compris et communiste s'oppose totalement au mondialisme. Alors que l'État-nation a pu être le moyen d'oppression d'une classe par une autre, à une époque, il devient un moyen de résistance à la mondialisation. Ici, il y a une notion qu'on pourrait réhabiliter pour définir cette approche. Elle fera sans doute grincer des dents. Cette notion, c'est le social-chauvinisme. Alors certes, Lénine l'emploie dans un contexte de guerre, contexte où les communistes ont à décider entre défendre la patrie au prix d'écraser le prolétariat des puissances étrangères, ou refuser la guerre par solidarité internationale au prix de perdre la patrie. Sur ce sujet, il est catégorique. Nous n'avons rien à faire avec de tels gens. Nous avons suivi et suivrons une autre voie. Nous voulons aider le mouvement ouvrier et contribuer à l'édification d'un parti ouvrier. Et ceci pratiquement, dans un esprit d'intransigeance envers l'opportunisme et le social-chauvinisme. Vladimir Ilitch Lénine. Malgré tout, il me semble envisageable de convoquer la notion pour éclairer notre actualité. Sorti de son contexte de guerre entre puissances impérialistes, le social-chauvin serait ce militant communiste priorisant le cadre national, ce que fait Loïc. Le fait d'être patriote
et internationaliste. C'est-à-dire que c'est une compréhension du fait que, eh bien, c'est d'abord les intérêts de la nation qui priment dans le temps qui nous intéresse aujourd'hui, mais qu'en même temps, il faut une visée internationale. Ici, on notera que dans les faits, la plupart des mouvements révolutionnaires profitent du cadre national pour s'organiser et lutter. Même les internationalistes les plus acharnés agissent dans ce cadre. Ce qui caractérise le social-chauvinisme de Loïc est bien plus le fait de crier sur tous les toits sa préférence pour le cadre national. Dans les faits, Loïc, comme Poutou, propose grosso modo de lutter de la même manière, en s'organisant à échelle nationale, en appelant à la grève de la production par exemple. Le social-chauvinisme s'illustre aussi en négatif dans la manière qu'a Loïc de traiter le sujet de l'impérialisme. À travers un usage appauvri de cette tradition centrale chez les communistes qu'est l'anti-impérialisme, Loïc a tendance à réduire ce combat à celui d'une lutte contre l'hégémonie américaine et celle des structures supranationales supposées la servir. Autrement dit, quand Loïc parle d'impérialisme, c'est presque toujours celui des États-Unis. Et quand Loïc évoque l'impérialisme de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est encore pour désigner celui des États-Unis. Cela a fini par nous précipiter dans une politique de soumission totale à l'impérialisme américain dont l'OTAN est le bras armé militaire et l'UE le bras armé politique. Poser un quelconque problème lié à l'immigration, sans en revenir d'abord, encore une fois, à la question de l'impérialisme, à la question des guerres orchestrées dans le monde, notamment par l'impérialisme américain, à la déstructuration notamment du Moyen-Orient, de l'Afrique, etc., c'est simplement ne rien comprendre. En ne questionnant jamais l'impérialisme français, en priorisant le cadre national pour lutter, en refusant de dépasser la forme nation dans un horizon internationaliste, en ne parlant jamais de racisme par peur de diviser le prolétariat français, on le voit, Loïc Chéniaud priorise factuellement une logique, celle de la nation et de son unité. En tant que marxiste, nous devons interroger l'actualité du concept de social-chauvinisme pour éclairer ce genre de tendance au sein du communisme français. Mais revenons-en au confusionnisme politique. Il s'incarne donc ici dans l'usage détourné de la tradition internationaliste et un usage pauvre de l'anti-impérialisme. Les auditeurs écoutant Loïc sont susceptibles d'assimiler le communisme à des tendances historiques marginales et discutables. En faisant passer le rose pour du vert et le vert pour du rose, le discours de Loïc empêche de construire des repères dans une offre politique déjà assez chaotique. Mais son confusionnisme ne s'arrête pas là. Dernièrement, Paduring a fait une très bonne analyse où il observe l'usage complètement déformé du lumpenprolétariat par Loïc. En 2 mots, on notera que cette notion, que je n'ai presque jamais croisée personnellement chez Marx, c'est dire si c'est central, permet à Loïc, avec une certaine ambiguïté, de pointer du doigt une population, à savoir les racisés des quartiers, sans jamais les désigner frontalement. Là encore, on observe l'usage détourné d'un concept marxiste qui sème la confusion. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du camarade pour en savoir plus, le lien est en description. Le dernier point, dans cette idée d'un héritage déformé véhiculant une vision confuse du communisme, c'est celui de l'argent. J'ai beau être plus ou moins acquis aux thèses de Bernard Friot, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce qu'il propose s'éloigne d'une certaine orthodoxie. Chez Marx, l'argent est un moyen de circulation des marchandises permettant de mesurer la valeur produite par le travail humain. Il est le résultat d'un long développement historique qui voit les échanges marchands s'intensifier à mesure que la production devient excédentaire. Rompre avec une gestion privée et chaotique de la production, c'est potentiellement se passer de l'argent comme médiation. Et ce afin de privilégier une gestion directe des ressources produites. L'argent émerge donc nécessairement. L'homme ne s'est pas levé un matin pour décider de son utilisation ou non. Si la société communiste advient, l'argent pourra prendre une nouvelle forme historique, ou s'éteindre, qu'importe. Il n'empêche, faire passer les communistes pour des gens qui n'auraient rien contre l'argent est un contresens historique. Loïc Chéniaud navigue en plein délire. Le vrai problème que nous avons communistes, c'est pas un problème avec l'argent, d'accord, c'est un problème avec un rapport social marchand particulier qui est basé sur l'exploitation. Ça n'a rien à voir. On veut que les gens arrêtent de se faire exploiter. On veut pas qu'il y ait plus d'argent, c'est pas le problème en fait. Bon alors il y a quelques mouvances qui le revendiquent, mais c'est pas ça l'enjeu. Quand on pense que le problème c'est l'argent, en fait on confond encore une fois le rapport social et son support. On soulignera tout de même ici la pertinence de son propos sur un point. L'argent est un support. Ce n'est pas ce qui préoccupe prioritairement les communistes. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout abolir la propriété lucrative et les rapports sociaux qui en découlent. Malgré tout, l'argent reste un sujet important pour les communistes, n'en déplaise à Loïc. Le confusionnisme de Loïc Chéniaud s'exprime aussi par le fait de convoquer des thèmes chers à la droite. À travers par exemple la revendication d'un patriotisme communiste,
Loïc va jusqu'à affirmer que les communistes ont toujours été des patriotes. Les communistes ont toujours été des patriotes. Le problème ici, c'est que si effectivement les communistes ont pu faire preuve de patriotisme au gré des événements historiques, et cette question rejoint celle de l'internationalisme, Loïc convoque ce signifiant dans un contexte bien particulier, où l'extrême droite se revendique à présent patriote, la République étant devenue un terrain de jeu pour leur agenda politique. Pour rappel, l'extrême droite s'est constituée historiquement par opposition au projet républicain, mais on assiste depuis quelque temps à un glissement. L'extrême droite devant composer avec un contexte où l'antiparlementarisme et la monarchie sont devenus inaudibles. Et c'est sans compter sur l'instrumentalisation du patriotisme par les sociolibéraux et la droite traditionnelle. Dans un contexte historique aussi brouillé, convoquer le patriotisme, c'est jouer sur le terrain de l'ennemi. Et à ce petit jeu, en général, la gauche perd. D'ailleurs, Loïc a l'air d'être au courant. C'est pas en s'inscrivant dans le lignage de l'ennemi et en jouant avec ses cartes qu'on arrivera à gagner. Ce jeu est truqué, et si on ne comprend pas que ce jeu est truqué, eh bien alors c'est impossible d'y arriver. Bon Loïc, tu m'en veux pas de décontextualiser ton propos, c'est le jeu. Revenons-en au patriotisme. L'usage que Loïc en fait est si surprenant que même le journaliste de Valeurs Actuelles le reprend. Et comme on peut le constater, ça bégaye. Est-ce qu'on peut être communiste et patriote ? Oui, alors là aussi j'avais eu une formule où j'avais dit les communistes ont de tout temps toujours été patriotes. Ça me semble aller de soi, à condition encore une fois que... Pourtant, certains candidats qui se réclament du marxisme refusent par exemple jusqu'à mettre le drapeau français dans leur meeting. C'est vrai que c'est pas évident sur les candidats, disons, qui se réclament de cette mouvance-là. On n'a pas forcément affaire à des patriotes. Alors, il est vrai, hein, malheureusement. Ce même journaliste qui dit juste après, en toute sérénité, que les communards résistent au cosmopolitisme de la classe dominante par patriotisme. D'autant plus qu'il y a la référence de la commune en France, qui est à la fois révolutionnaire et très patriotique, patriotes, et évidemment. contre justement le cosmopolitisme Évidemment. des classes dominantes. Voilà Loïc pris à son propre jeu des signifiants vides. À vouloir contenter tout le monde en adoptant une approche confusionniste, il n'en ressort que de la confusion. Même constat pour la question du souverainisme sur laquelle je ne m'étalerai pas, la volonté de souveraineté politique, la priorisation du cadre national, l'anti-impérialisme appauvri, tous ces éléments mis bout à bout dessinent une cohérence idéologique sociale chauvine comme développée précédemment. Qu'on s'entende, la souveraineté est un combat respectable. Beaucoup de camarades sont critiques des institutions supranationales, nous dépossédant de notre pouvoir politique. Dans le cas de Loïc, c'est l'articulation de cette donnée avec le reste qui me pousse à poser l'analyse présente. Un autre thème central de droite que Loïc aborde régulièrement est celui de l'immigration. Si Loïc rappelle avec justesse ce qui produit l'immigration, à savoir les politiques impérialistes et plus largement le développement propre au capitalisme, le simple fait d'aborder ce thème et de le poser comme un problème à régler, tant d'un point de vue dit sociétal que social, est en soi questionnable. Vous le savez, il y a un problème majeur avec les questions liées à l'immigration, qui est que d'un côté, nous avons des gens qui vont presque jusqu'à nier l'incidence qu'elles peuvent avoir, ne serait-ce que sur le plan sociétal. S'il est certain qu'il faut combattre ce qui produit cette violence qui pousse des individus à quitter leur pays pour quelque raison que ce soit, notamment en menant une politique anti-impérialiste conséquente, en stoppant la prédation des pays du Nord sur ceux du Sud, la posture de Loïc est ici pleine d'ambiguïté, encore une fois. Le fait de convoquer le sociétal, sans jamais expliciter ce que cela recouvre, est troublant. Quel phénomène pointe-t-il ici du doigt ? La fameuse incompatibilité culturelle ? On ne saura pas, on ne saura jamais, et c'est tout le problème. Sa prise de position sur le sujet alimente un brouillard dans lequel n'importe qui peut projeter son imaginaire politique. Ceci constitue un énième aspect du confusionnisme politique qu'il déploie. Chose encore plus étonnante, un membre de l'IHT a même été jusqu'à commémorer le bicentenaire de Napoléon sur le journal L'Affranchi. En s'appuyant notamment sur les analyses de Marx, ce membre y développe l'idée que, par une ruse de l'histoire tout hegelienne, Napoléon aurait, dans son obsession impérialiste, consolidé certains acquis de la Révolution. Ce qui semble factuellement avéré, et là n'est pas le problème. Ce qui est problématique, c'est le caractère ambigu de l'article. Il ne s'agit pas d'un simple travail d'historien à connotation marxiste, mais d'une célébration. Napoléon y est salué comme un grand homme, un homme avec un parcours dont nous devrions, nous, communistes, nous emparer, bien loin des postures gauchistes bien pensantes. Ici, la confusion est totale, des communistes revendiquant un symbole cher à la droite. C'est toute la logique qui parcourt mon analyse qui s'incarne ici. Faire cohabiter des références et des thèmes marqués à droite avec un logiciel communiste.
Pour finir, cette hybridation politique s'exprime aussi quand Loïc Chéniaud propose de réhabiliter et de défendre la virilité. Toujours sous couvert d'une analyse marxisante, comme pour Napoléon, Loïc développe l'idée que la virilité est une construction historique permettant de cadrer les rapports sociaux entre hommes et hommes, puis entre hommes et femmes. Combattre la virilité, c'est combattre ce que Kluskar appelle le code. Autrement dit, c'est combattre ce qui caractérise l'homme, sa dimension culturelle, historique, en langage marxiste. Vouloir éradiquer la virilité, c'est prôner directement ou non le retour à l'animalité, donc le chaos. Bref, la virilité, c'est le culturel qu'on tente aujourd'hui de détruire complètement, face à la bestialité proposée comme émancipation, alors qu'elle est aliénation de l'homme, de la femme et de leurs relations, qui n'est plus claire du tout. Nous devons donc lutter pour un retour à la virilité, contre la mise en place d'une société civile du chaos. Ici, on mettra de côté le fait que Loïc subordonne la culture à la nature pour expliquer l'émergence de la virilité. En affirmant au passage que le mâle dans la nature possède force et vigueur, et donc que ceci explique cela. C'est une interprétation historiquement située qui mériterait d'être interrogée plus attentivement. La virilité n'est donc pas la bestialité, mais un mélange entre le naturel et le culturel. Une captation des attraits innés naturels, n'en déplaise aux théoriciens du genre, auxquels s'ajoute, à partir de ces principes de force et vigueur qui correspondent au mâle dans la nature, un ensemble de valeurs proprement culturelles qui composent le code et représentent sa virilité. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout le fait qu'il convoque une fois de plus un thème parcourant la droite, notamment les milieux antiféministes qui s'inquiètent de la crise de la virilité. Discours allant de pair avec celui d'un effondrement de notre civilisation occidentale. La virilité est un produit superstructurel qui accompagne et consolide l'ordre social. Dans une société capitaliste et patriarcale où les privilèges économiques justifient la domination d'un groupe par un autre, la virilité possède une fonction sociale. Vouloir réaffirmer ou combattre la virilité n'a aucun sens si l'on ne s'attaque pas à ce qui la produit, c'est-à-dire l'infrastructure. Ici, Loïc, faute de convoquer une analyse matérialiste, se cantonne au symbole, il brasse du signifiant, toujours dans une approche jouant la confusion. Le dernier grand axe qui constitue le confusionnisme politique de Chéniaud est sa volonté de vouloir à tout prix se démarquer de la gauche. Cette volonté s'exprime de différentes manières. D'abord, il y a le rejet du clivage gauche-droite. Ça fait des années que je dis je ne suis pas de gauche, je suis communiste, ce qui pour moi est beaucoup plus clair. Bien sûr, une partie de la critique de Loïc vis-à-vis de ce clivage est recevable. Quand dans une même catégorie cohabitent communistes et sociolibéraux, on n'y voit plus rien. De même, du fait des trahisons historiques de la gauche, brandir cette opposition pour aller mobiliser le prolétariat peut s'avérer problématique. Sans entrer dans le débat sur la pertinence ou non de ces catégories, j'observe tout de même qu'il y a là une cohérence avec tout le mouvement esquissé depuis le début. Toute offre politique rejetant ce clivage n'alimente pas nécessairement un confusionnisme. C'est le cas par exemple du canard réfractaire qui est très clair sur la question. Si on peut avoir des désaccords sur les arguments avancés, il n'en demeure pas moins que le rejet du clivage gauche-droite, dans la bouche du canard, n'a pas le même sens que dans la bouche de Loïc. Chez Loïc, le rejet de ce clivage a pour effet de brouiller les pistes sur son propre positionnement politique. Certes, Loïc se revendique communiste, mais son communisme, comme on l'a vu, est un communisme marginal flirtant avec l'hybridation politique gauche-droite. Tout ça concourt d'un même mouvement. Ce rejet s'accompagne d'une vive critique de divers mouvements à gauche, à commencer par l'ensemble des tendances communistes qui se déploient en dehors de la ligne défendue par Loïc. Ces tendances sont systématiquement qualifiées de gauchistes, donc renvoyées à une forme de pureté idéologique non pragmatique. Mais au-delà du gauchisme, Loïc va surtout concentrer sa critique vis-à-vis de ce qui découle du postmodernisme. Quand on voit Sandrine Rousseau s'exprimer vite fait, on a l'impression que juste elle est complètement barge et que ça sort de nulle part. Mais malheureusement, le problème c'est qu'il y a une histoire et que le XXe siècle est traversé par cette histoire du postmodernisme, et que l'influence est directement politique, et après elle en vient justement dans les forces militantes, et la confusion est partout. Historiquement, le postmodernisme, en tant que point de rupture épistémologique, vis-à-vis notamment du marxisme, fait débat. Peut-on parler d'un réel courant de pensée traversé par une unité idéologique ? S'appuyant en partie sur les travaux de Lyotard, Loïc Chéniaud affirme cette unité idéologique qui traverserait les penseurs de la French Theory. Foucault, Deleuze, Lacan, Althusser, Derrida. Elle se caractériserait par une focalisation sur le discours, une limitation de la connaissance scientifique, une méfiance vis-à-vis de la philosophie des systèmes.
Plus largement, le postmodernisme fait le constat de l'échec de la modernité. La raison, la science, les courants de pensée accompagnant ce mouvement, des Lumières au marxisme, n'ont pas tenu leur promesse d'une émancipation collective. C'est l'heure du désenchantement. Loïc voit dans cette séquence historique le terreau de ce qu'il identifie comme des dérives à gauche, notamment avec l'émergence de l'intersectionnalité. On a une substitution, je vais y venir, d'un courant postmoderniste qui va voir naître effectivement l'ensemble de ces courants-là, avec la théorie de l'intersectionnalité par la suite, etc. Si l'usage de l'intersectionnalité peut parfois être discutable, si certains paradigmes qui la traversent et fondent son unité sont critiquables, il me semble important d'abord de relever le fait qu'on fait face ici à un phénomène des plus hétérogènes. L'intersectionnalité, c'est à la fois un champ de recherche en sciences sociales et un champ de pratique militante. Elle s'est forgée historiquement dans la lutte et n'est pas réductible à la seule formalisation qu'en fait Kimberlé Crenshaw. Ces inspirations vont jusqu'au corpus marxiste, n'en déplaise à Loïc. L'ouvrage Femmes, race et classe d'Angela Davis est une grosse référence des milieux intersectionnels. Loïc va, dans un même mouvement des plus confus, réduire ou amalgamer l'intersectionnalité au subjectivisme et à l'individualisme libéral, donc à une certaine gauche dite identitaire. Au wokisme, aux revendications non-binaires dans le domaine du sport, à la lutte exclusive dans le cadre juridique, donc superstructurel, à l'épistémologie du point de vue, et enfin au concept de classe des femmes que l'on peut retrouver chez Christine Delphi. Mais de l'autre, le subjectivisme intersectionnel, L'intersectionnalité dérive, comme le postmodernisme, de courants qui sont libéraux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous attaquez à l'intersectionnalité, au woke, etc., vous vous attaquez à des libéraux. Justement, ils se positionnent, les tenants de l'intersectionnalité, qui est une théorie, qui n'est pas un mouvement, c'est une théorie à l'origine, où les woke, justement... Alors la question qui se pose à l'heure actuelle dans le cadre de l'UFC, c'est déjà est-ce qu'un homme peut battre Francis Ngannou, alors une femme, mais vous voyez, les délires idéologiques vont conduire aux cas les plus gravissimes, en réalité. Et là, ça, c'est les dérives intersectionnelles, notamment. Quand on s'intéresse davantage aux problèmes juridiques, par exemple, et qu'on cherche à intervenir sur le débat afin d'améliorer la loi, etc., à faveur de minorités discriminées, et bien finalement, on ne change pas ce qui produit ces lois, c'est-à-dire, encore une fois, le mode de production capitaliste. Et là, on est en train de s'asseoir sur la totalité des acquis en sciences sociales, en fait, d'accord ? Et même de manière générale, des acquis en sciences, d'accord ? Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez le nez dessus que vous le voyez mieux, au contraire, d'accord ? Et souvent, ceux qu'ont fait les plus grands chercheurs étaient ceux qui n'étaient pas spécialistes de la question et se sont retrouvés en fait à poser le problème de manière différente. On va voir apparaître des concepts tels que la classe des hommes ou la classe des femmes. Or, une classe, moi je sais très bien comment ça se détermine, en fonction effectivement du mode de production, du rapport à la propriété, etc. Or, ici, justement, c'est simplement des catégories qui sont des catégories idéalistes et idéalisées et qui finalement ne reposent plus du tout sur la manière dont le marxisme s'est constitué et fondé. On va essayer de nettoyer un peu tout ça en 5 minutes. Déjà, observons que s'il peut y avoir des dérives subjectivistes découlant des analyses intersectionnelles, elles sont le résultat d'une incompréhension de ces travaux. Les applications les plus marxisantes de l'intersectionnalité réfléchissent bien en termes de rapports sociaux, de groupes sociaux, de rapports de domination, voire de production. Bref, on est loin d'une vision de l'individu comme évoluant en dehors de toute détermination. L'individu de l'intersectionnalité est bien un produit social, travaillé par des rapports dont il ne peut s'extirper par sa seule volonté. Ce procès est un faux procès. Il serait beaucoup plus pertinent que Loïc adresse cette critique au mouvement queer. Là oui, le subjectivisme est central puisqu'il s'agit de lutter en performant dans l'espace social à échelle individuelle, indépendamment des rapports sociaux qui agissent en nous. Mais Loïc préfère s'attaquer à des chimères. Que dire des revendications non-binaires dans le domaine du sport ? Quel rapport, Loïc ? Quel foutu rapport ? Ensuite, on a une critique déjà plus pertinente, celle de la superstructure. Là, il y a effectivement sans doute des points aveugles, mais ce reproche, on peut le faire à l'ensemble de la gauche qui n'a pas encore assimilé les analyses marxistes pour comprendre la genèse des problèmes que l'on combat. C'est l'ensemble de la gauche qui pêche par manque de matérialisme scientifique, pas seulement les courants intersectionnels. Puis vient un propos complètement réducteur. Non, l'intersectionnalité ne réduit pas la connaissabilité du réel au seul sujet concerné. Autrement dit, Loïc affirme ici que seuls les racisés, selon les préceptes épistémologiques de l'intersectionnalité, seraient en mesure de produire une analyse scientifique du racisme, et que seules les femmes pourraient analyser le patriarcat. Ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, qui est centrale dans les démarches intersectionnelles, est beaucoup plus raffinée.
Il s'agit d'observer que tout individu produisant un discours à prétention scientifique sur le réel est pris par des déterminations liées à la place qu'il occupe dans l'ordre social. En conséquence, il ne s'agit pas d'évincer les non concernés dans le processus de production des savoirs, mais de faire participer tout le monde, concernés comme non concernés, afin d'adopter l'approche la plus globale. Ce que remet en cause cette épistémologie, c'est le fait que la seule raison de l'individu puisse l'arracher à ses déterminations pour penser le monde. Il s'agit donc d'une approche anti-idéaliste directement inspirée du marxisme. Quand Marx parle de l'économie politique comme d'une science limitée, du fait de l'appartenance sociale des économistes qui la pratiquent, il dit avec force le caractère situé des productions scientifiques sur le réel. Enfin vient le concept de classe des femmes. Loïc impute ce concept à l'intersectionnalité, on nage en plein délire. Ce concept nous vient de Christine Delphi, une sociologue marxiste hétérodoxe qui, face à l'aveuglement des mouvances marxistes sur la question du patriarcat, s'est organisée pour lutter de manière autonome, notamment avec la création du MLF dans les années 70. Si on peut débattre de la pertinence de cette classification, il n'en demeure pas moins qu'elle découle d'une application directe des outils marxistes. Ce qui est observé pour constituer cette catégorie qu'est la classe des femmes est bien un rapport spécifique à la production. Ce rapport à la production trouve son fondement dans ce que les marxistes ont toujours refusé d'analyser, à savoir l'économie domestique. Cet autre espace productif mettant lui aussi en jeu des rapports sociaux hiérarchisés. Le concept de classe des femmes n'a donc rien à voir avec l'intersectionnalité, en plus de découler directement du marxisme. Pour finir, amalgamer l'intersectionnalité à ce concept creux qu'est le wokisme, c'est vraiment le niveau zéro de la pensée. Encore une fois, ici on brasse du signifiant vide. Et juste pour le plaisir de taxer Loïc d'idéaliste, je vous partage cet extrait où il explique un supposé phénomène social en faisant de l'étymologie. Proudhon n'aurait pas fait mieux. J'ai pas pour habitude d'employer le terme wokisme de manière régulière, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais c'est très intéressant, puisque vous savez que le woke, du coup, le wokisme, ça veut dire rester éveillé, être vigilant. Et vous allez voir qu'on est tout de suite dans le sujet. Là aussi, mes petits camarades qui savent, comme j'aime bien fonctionner de manière circulaire, vont trouver la logique de tout ça à la fin. Mais quand on est dans la vigilance, vous voyez bien, un vigile, il ne change pas l'état du commerce qu'il est en train de surveiller, d'accord ? Il doit simplement intervenir dès lors qu'il considère qu'il faudrait que ça rentre dans le rang tel qu'il l'imaginait. Et prenons un autre exemple. Quand vous êtes en vigilance météorologique, vous ne changez pas la météo, d'accord ? Vous informez sur l'état présent de la météo. Dans l'intersectionnalité, et par d'autres aspects dans le postmodernisme, je vais y venir, on va être toujours dans, vous voyez, cette vigilance. C'est-à-dire, en fait, il va falloir alerter sur. Mais alerter sur, ça ne change rien aux conditions sociales. On voit donc que l'emploi de l'intersectionnalité dans le vocabulaire de Loïc véhicule tout un tas de déformations et d'amalgames. Cet usage brouillon agit comme un signifiant vide permettant de stigmatiser un ennemi politique imaginaire en la personne du woke. L'intersectionnalité permet à Loïc de ne pas convoquer directement la figure du woke, donc d'être plus difficilement assimilable aux critiques anti-woke. Ainsi, il brouille les pistes entre une approche critique de gauche, celle du postmodernisme par les marxistes, et une approche de droite, celle des signifiants vides stigmatisants. Ce jeu des signifiants vides se poursuit dans l'opposition sociale-sociétale. Sans rentrer trop dans le détail et comme j'ai pu déjà l'évoquer avec le sujet de l'immigration, le sociétal chez Loïc n'a pas de substance. On retrouve une rhétorique très droitière où le sociétal est supposé diviser le prolétariat. Au lieu d'être encore une fois dans l'idée marxiste du prolétaire de tous les pays, unissons-nous, eh bien, c'est octroyer de nouvelles divisions infinies, abstraites, qui nous empêchent d'avancer en commun. À y regarder de plus près, ce qui se cache derrière ce signifiant, c'est l'idée qu'il y aurait une gauche dite identitaire, voire communautariste. Ce à quoi Loïc y opposerait la seule lutte universelle qui vaille, celle du prolétariat contre la bourgeoisie. Tout ça est cohérent avec ce qu'il dit de l'intersectionnalité. Chez Loïc, le postmodernisme accouche de l'intersectionnalité. Intersectionnalité qui n'est autre que le synonyme de wokisme. Le woke, c'est le militant qui lutte pour des causes marginales, donc sociétales. Son attrait pour ces luttes s'explique par son appartenance sociologique. C'est un petit bourgeois, un social traître en devenir, un anticommuniste quoi. Voici l'imaginaire que déploie Loïc Chéniaud quand on gratte le peu de vernis marxisant qui se donne à voir. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette critique de Mélenchon, entre autres. Les Gilets jaunes ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils n'ont pas parsemé leur discours de lutte sociétale, de lutte communautaire, qui viendrait gangréner complètement le mouvement, par exemple. Ils ont bien compris que l'essentiel, c'était les luttes sociales pour avancer ensemble.
Et on peut imaginer que la campagne de 2022 ressemble évidemment à une querelle identitaire. Entre une querelle identitaire d'une gauche pro finalement intersectionnalité et créolisation et d'une droite finalement réactionnaire qui ne fait qu'y réagir. C'est pourquoi durant cette campagne, le rôle collectif que nous devons jouer consiste à critiquer à la fois Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Le premier pour impulser une dynamique en faveur du Frexit et du salaire à la qualification, notamment le second afin qu'il renoue avec la ligne républicaine, universaliste et patriotique de 2017. Bref, on retrouve là une critique assez banale que l'on observe partout depuis quelque temps, qu'importe la gymnastique cérébrale déployée par Loïc. De Camarade Charles à Tatiana Ventose, de Caroline Forest à Julien Rochdy, on baigne dans le caniveau de la pensée. Au service de quoi ce confusionnisme politique est-il déployé? C'est une question difficile à traiter sans tomber dans un procès d'intention. Je préfère ne pas m'engager sur ce terrain et rester factuel. Que cette stratégie soit consciente ou non, qu'il existe ou non derrière tout ça des objectifs politiques clairs, identifiables, c'est pas le plus important. Le confusionnisme analysé précédemment est factuel et il a des effets observables. Je sais par exemple qu'il existe en interne des tensions à l'IHT. Les dernières prises de position ne plaisent pas à tout le monde. Je sais aussi que certains membres de l'IHT sont à Réseau Salariat, l'association de Bernard Friot, et que ça suscite des tensions. Dernièrement, des membres de Réseau Salariat ont souhaité se désolidariser de l'IHT. Le confusionnisme de l'IHT fait des remous et c'est logique. Si Loïc persiste dans cette voie, il continuera de se marginaliser. Sans tomber dans le procès d'intention, on peut quand même en relever quelques points de manière factuelle. Loïc souhaite, par exemple, s'adresser aux prolétaires de tous bords, pour former une avant-garde révolutionnaire. Ce qui peut expliquer le rejet du clivage gauche-droite et plus largement le confusionnisme. Beaucoup des classes populaires bien soit s'abstiennent, soit effectivement votent à droite. Et quand je dis à droite, je ne parle pas nécessairement de l'extrême droite. Quand on considère finalement que bien être de gauche, ce serait ne plus parler qu'à ceux qui sont de gauche et tenir à distance les militants de droite, ne pas leur parler, ne pas s'exprimer auprès d'eux aussi par les différents canaux qui sont possibles, eh bien c'est se couper en réalité des classes populaires. Et donc pour moi ça c'est un discours qui est complètement aux antipodes de la démarche politique qui est la mienne et qui est une démarche profondément progressiste et tournée vers les classes populaires. Il souhaite aussi créer une dynamique autour des tendances souverainistes de tous bords, d'où son rapprochement avec Pierre-Yves Rougeron, le gaulliste souverainiste anti-Union européenne. Ici, il est intéressant de noter que Loïc voit dans Sandrine Rousseau une ennemie de classe et chez Pierre-Yves un allié. Qui a pu être faite avec Pierre-Yves Rougeron dans l'idée justement d'un dialogue qui se poursuit dans la reconstruction d'une force souverainiste et sociale. Je pense qu'on va encore en reparler aujourd'hui. Et si vous voulez en faire partie en dehors des pseudo-clivages archaïques qui servent encore une fois davantage à contenir l'effort social qui doit être produit à l'heure actuelle, eh bien je ne peux que vous inviter à nous rejoindre puisque nous avons un horizon à court et à long terme dans lequel nous nous inscrivons pour construire justement cette force souveraine et sociale. On nous rejoue encore une fois la carte de l'alternative gauche-droite dans laquelle moi finalement je serai avec Sandrine Rousseau contre Pierre-Yves Rougeron. Ben non, la réalité c'est pas comme ça et ça clairement, je reste poli vu que c'est filmé, mais ça les embête profondément. Le confusionnisme va en définitive rendre possible cette alliance tout en permettant de ratisser large au niveau des sensibilités politiques des adhérents de l'IHT. Jusqu'où ira Loïc dans cette démarche? Assumera-t-il un rapprochement avec Florian Philippot? Le journaliste de Valeurs Actuelles a posé la question pour moi. Vous seriez prêt à vous allier à un Philippot, par exemple? Alors, dans le cadre de cette lutte précise. La question c'est ça, c'est que on ne s'allie pas sur une lutte précise. Alors là, encore une fois, il faut distinguer s'allier et dialoguer. J'ai dialogué, j'ai de problème pour dialoguer avec personne. À l'heure actuelle, encore une fois, on fait pas ça face à des nazis qui ont du sang sur les mains. Donc le jour où ce sera le cas, j'aurai sans doute plus de mal à dialoguer. Pour l'heure, là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Okay. Donc dialoguer, oui. S'allier, ça me paraît. En fait, par exemple, sur le site des Patriotes, à l'heure où on enregistre, en tout cas il y a une semaine encore, il n'y a rien comme en termes de programme. Et quand je dis il n'y a rien, c'est quand on clique, c'est vide. C'est difficile en fait. Il y a une charte rapide, enfin, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ça me paraît... alors effectivement, voilà, il y a le parcours dans Florian Philippot qui peut-être est une sorte de souverainisme social, mais on est très 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 loin de ce qu'on défend. La vraie question, c'est dans des moments d'urgence politique, est-ce qu'il y a nécessité effectivement à s'allier pour renverser le rapport de force? On n'en est pas là. Ouais. Si ça se présente, eh bien, il faudra faire ce qu'il faut faire. On sent que ça hésite. Loïc sait pertinemment qu'il franchit un cap s'il souscrit à cette idée.
On passerait du rouge-bleu au rouge-brun. Mais peut-être considère-t-il Philippot comme quelqu'un de fréquentable. Aller chercher les travailleurs qui votent à droite est logique d'un point de vue marxiste, car ce sont eux aussi des révolutionnaires en devenir. Mais aller chercher dans le même temps les structures bourgeoises qui prônent l'indépendance de la France n'a aucun sens. Les souverainistes de droite se foutent de la mise en commun des moyens de production, de l'appropriation matérielle de nos vies collectives. Ils bandent sur l'indépendance de la France car ils fétichisent la France et l'ordre social qui la rend possible. Ce sont les nostalgiques d'une France qui rayonne par sa prédation sur autrui. Comment les travailleurs pourraient-ils voir clair dans une telle offre politique ? Offre politique qui verrait s'associer les pourfendeurs de la propriété lucrative et ses défenseurs. L'idée communiste chère à Loïc ne risque-t-elle pas de se diluer dans une telle alliance ? Je prétends pas avoir la solution pratique ultime pour prendre le pouvoir politique et transformer de la cave au grenier la société. Malgré tout, on voit bien que la stratégie de Loïc, et plus largement de l'IHT, est questionnable. Loïc est de plus en plus connu. Depuis qu'il a adopté une stratégie du clash sur YouTube, sa chaîne a vu son nombre d'abonnés augmenter. Mais tout le paradoxe réside dans l'équation suivante. Le fruit de son succès est directement lié à la poussée de son discours confusionniste. Discours confusionniste qui le marginalise au sein de la gauche. Autrement dit, plus Loïc devient connu, plus il perd en crédibilité au sein des tendances révolutionnaires. Plus il devient quelqu'un et moins il devient quelqu'un. C'est toute la dialectique qui le traverse. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que le succès de Loïc Chéniaud est aussi la responsabilité des marxistes qui refusent d'occuper le terrain des nouveaux médias sur Internet. Faute de concurrence sur YouTube, Loïc occupe quasiment un espace à lui tout seul. Les militants qui découvrent la pensée marxiste sur YouTube sont susceptibles d'amalgamer le marxisme aux positions plus que problématiques de Loïc. C'est ce qui m'est arrivé. Et nous nous interrogeons encore sur le pourquoi du comment du recul de l'hégémonie marxiste à gauche. À l'heure où la social-démocratie a quasiment abandonné l'analyse marxiste, à l'heure où même certains partis révolutionnaires en viennent à nuancer cet héritage, nous sommes plus faibles que jamais. Aussi, nous n'avons jamais eu autant raison, c'est tout le paradoxe. Notre impuissance est inversement proportionnelle à notre compréhension de la réalité sociale. Le marxisme, en tant que science révolutionnaire, doit sortir de sa grandeur passée et oser penser notre actualité. Être marxiste, c'est utiliser les outils du marxisme pour analyser la réalité sociale, mais c'est aussi, d'un point de vue pratique, accompagner tout mouvement révolutionnaire. Le marxisme implique un aller-retour constant entre théorie et pratique. Adopter une lecture matérialiste pour analyser la réalité sociale et lutter est une attitude rationnelle. Mais refuser d'analyser, toujours avec les mêmes outils, les phénomènes racistes, patriarcaux et j'en passe, c'est laisser l'idéalisme et le libéralisme avoir le monopole de l'explication scientifique. C'est refuser d'occuper le terrain. Nous avons une responsabilité historique, il est temps de se mettre au travail.